ou le bloc de la raison, comme il s'appelle, ne sait plus trop que faire. Au fond, ce qui caractérise, disons, ce bloc, c'est de n'être pas prêt à renoncer à ce grand projet au nom de l'état de droit, au nom de la vertu, de l'inclusion, au nom de la création d'une société qui serait apaisée, etc. L'autre se trouve face à la fois donc, aux problèmes qu'on évoquait de l'école, de l'immigration, du défi de la dette de l'État, etc. Au fond, sans être prêt à renoncer à ces idées, bien que ces idées ne soient plus en état de gérer les problèmes de la société. Au nom de rien ne doit avoir de relief, rien ne doit avoir de portée, rien d'avoir, etc. Oui, ça fatalement, on détruit largement les individus. C'est facile de se déciviliser, c'est pas si facile de se reciviliser. Bonjour Philippe Diribarne, merci d'avoir accepté cet entretien pour NTD L'Actu. Vous êtes économiste, anthropologue, ancien directeur de recherche au CNRS et vous avez consacré une grande partie de vos travaux à l'influence des cultures sur le fonctionnement des sociétés et des organisations. À un an des présidentielles, beaucoup d'observateurs évoquent une radicalisation du débat public et pour certains, l'échec politique d'Emmanuel Macron sur des grands sujets comme l'économie et la sécurité serait représentatif aussi d'une vision politique qui perdure depuis des décennies et qui arriverait en bout de course. Partagez-vous ce constat ? Oui, c'est-à-dire que l'espèce de grands projets sur lesquels, disons, un peu tout le monde occidental s'est embarqué, de croire qu'on allait créer autour, je dirais, de la valeur qu'on pourrait dire d'inclusion, une société nouvelle dans laquelle à la fois tout le monde pourrait réussir en classe, tous les immigrés seraient bienvenus dans le pays, etc. On réparerait, les gens qui n'iraient pas bien auraient des allocations, enfin voilà, c'est cette grande vision, si vous voulez, inclusive. On voit que maintenant, elle est vraiment en bout de course. Que à la fois l'état de l'école est catastrophique, que les questions d'immigration posent des problèmes extrêmement sérieux et partout, disons, dans tous les pays occidentaux, européens en particulier, et que, du coup, au fond, ce qu'on appelle le bloc central, si vous voulez, enfin, qui a, au fond, ou le bloc de la raison, comme il s'appelle, si vous voulez, qui a défendu ce projet, au fond, qui a cru à ce projet, au fond, ne sait plus trop que faire. Parce que, au fond, ce qui caractérise, disons, ce bloc, c'est de n'être pas prêt à renoncer à ce grand projet au nom de l'état de droit, au nom de la vertu, de l'inclusion, au nom de la création d'une société qui serait apaisée, etc. Donc, dans ce bloc se trouve face à la fois donc, aux problèmes qu'on évoquait de l'école, de l'immigration, du défi de la dette de l'État, etc. Au fond, sans être prêt à renoncer à ces idées, bien que ces idées ne soient plus en état de gérer les problèmes de la société. Bon, donc du coup, agissent et apparaissent des mouvements à droite et à gauche qui ne croient plus à ces idées. Bon, vous avez donc d'un côté, par ordre d'importance et de succès dans la population, donc le Rassemblement national qui, alors lui, est très centré sur cette question de l'immigration, de la déstabilisation de la société, disons par l'immigration. Et de l'autre côté, donc LFI, au fond, qui est à certains égards heureux de ce qui se passe, et qui pour lui est le marchepied de la création d'une société, enfin la Nouvelle-France, une société nouvelle, etc., dans son alliance avec, disons, les frères musulmans et l'ensemble des populations issues de l'immigration, enfin comme on l'a vu encore lors des dernières élections municipales.
Et au fond, l'augmentation du crédit des extrêmes, comme on dit, eh bien, me paraît fait de la constatation que ces positions un peu centrales, en France, comme partout ailleurs, hein. On voit en Angleterre actuellement, on le voit en Allemagne, on l'a vu en Italie, ne sont plus adaptées à la situation de la société, au fond, qu'elles ont un peu... Alors que c'est présenté comme étant vraiment le progrès, le renouveau, etc., commence à apparaître comme faisant partie d'un passé au-delà duquel il faut aller, sans qu'on sache très bien vers où aller. Comment est née cette doctrine politique inclusive, selon vos termes, qui semble dominer en France, mais aussi dans d'autres pays européens ? Alors, l'origine des idées, je crois, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Les horreurs du nazisme, hein, les horreurs justement de c'était le contraire d'une société inclusive, hein, qui est une société vraiment dans laquelle une partie de la population était totalement rejetée comme ne faisant pas réellement partie de l'humanité, enfin les sous-hommes, disons essentiellement, qui est arrivé en même temps que les mouvements de décolonisation, que les mouvements féministes, que les mouvements, les ancêtres des mouvements queer, les mouvements gays, etc. Au fond, que tout ça s'est rassemblé dans l'idée qu'on allait créer une société nouvelle dans laquelle on allait dépasser les antagonismes entre les états de vie, les cultures, les religions. Donc, alors, dans un premier temps, ça a été une théorie, mais qui s'est appliquée sur une société qui, en fait, enfin sur des sociétés, parce que ce que je dis là est valable pour l'ensemble, en tout cas, du monde européen. Et je pense également du monde américain, sur des sociétés finalement dans lesquelles restait très vif une espèce d'unité liée à l'amour de la patrie, à l'amour de la raison, à l'amour de ça. Enfin, il y avait eu une sorte d'unité. Etc. Et au fond, c'est progressivement que tout ça s'est délité. Si vous voulez, le délitement de l'école, c'était très très progressif. Hein. Quand on voit, par exemple, l'évolution, alors, spécialement forte en France, enfin autour dans les classements PISA, etc., avec les écarts vertigineux qui se creusent par rapport à Singapour, la Corée, le Japon, etc. Ça a été très lent. Ça a commencé avec, je sais pas, le collège unique. Enfin, on est à des dizaines d'années en avant. Bon, l'immigration, le début du tournant, c'était le regroupement familial sous Giscard, dans lequel on est passé de l'idée d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Donc, on en est, je sais pas, 74. Hein, donc, et je crois qu'il y a eu, en France comme ailleurs, alors de manière plus ou moins brutale. En Suède, c'était plus brutal. En Suède, le passage, l'arrivée de l'immigration a été brutal. Mais ce mouvement, au fond, dans lequel la réalité et le vécu a mis en cause ce projet, était un projet qui est très, très répandu. Hein. C'était répandu, disons, dans l'univers politique, mais aussi, quand on lit, par exemple, la constitution du Concile Gaudium et Spes, il y a le même rêve. Hein. On va créer une société nouvelle, fraternelle, dans laquelle on va construire des ponts et pas des murs, dans laquelle on va se retrouver dans la paix, etc. Et donc, ça avait un côté, oui, je veux dire, attirant. Et je pense que l'origine de ce projet était pleine de bons sentiments, mais de bons sentiments qui ne réfléchissaient pas sur les conséquences. Dieu se rit des hommes qui se lamentent des conséquences sans qu'ils chérissent les causes. Donc, au fond, les causes ont été chéries. Ce qu'on appelle la droitisation de la société, le fait que, de manière tout à fait nouvelle, à Bruxelles, le Parti populaire européen gouverne avec ce qu'on qualifie d'extrême droite, etc. Voilà, c'est un phénomène qui dépasse tout à fait la France. La question, c'est est-ce que les gens, disons, dits raisonnables, vont admettre qu'il y a un problème, comme c'était le cas pour la question sociale.
Bon, la grande époque, disons, du grand succès du Parti communiste, sur lequel nous allons revenir, était quand même très largement liée au fait que la question sociale était extrêmement maltraitée par les gens au pouvoir. Il y avait le travail des enfants, l'absence de congés, etc. Il y a même parti en Italie. Vous vous rappelez que quand Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, tout le monde disait elle en a pour 3 mois, ça va pas marcher. Bon, ben là maintenant, elle est en train de devenir déjà de faire partie des gouvernements italiens qui ont duré le plus longtemps depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, elle va y sortir. Les Danois, apparemment, s'en tirent pas mal. Enfin, voilà, non, c'est pas impossible. Alors, il y a une autre question, qui est peut-être plus grave, hein. C'est que, au nom de la paix, donc de l'entente, etc., on a un peu développé une idée, je dirais, de paix par l'insignifiance. C'est-à-dire qu'au fond, si les attachements à des idées, à une culture, à un peuple, à une religion n'étaient pas vraiment importants, il était que on se passerait plus. Apparemment, on voit dans la violence des jeunes, etc., une sorte de conduite d'hommes politiques, une sorte de décivilisation. Enfin, qui n'est peut-être pas aussi grave que celle qui s'est produite en Europe soviétique sous la période communiste, qui a été, je crois, une grande période de décivilisation. Et c'est facile de se déciviliser, c'est pas si facile de se reciviliser. Et est-ce qu'on va arriver au fond, à recréer une sorte d'enthousiasme collectif pour des manières d'être, en rapport avec quelque chose qui donne du sens. Dans un entretien accordé à Atlantico, vous expliquez que la France peine à reconnaître et à condamner le communisme comme une idéologie criminelle. Pouvez-vous revenir sur ces propos et expliquer pourquoi, selon vous, cette difficulté persiste? On s'éloigne de ça, on se dit, mais comment se fait-il, après le goulag, après Pol Pot, après la révolution culturelle chinoise, après la famine en Ukraine créée par les soviétiques, fait chaque fois des morts qui se comptent en millions, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une diabolisation du communisme qui soit à la hauteur de celle du nazisme? On peut dire que ce point de vue paraît un point de vue raisonnable. Mais il oublie quelque chose de fondamental, qui est le poids, justement, de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de ce grand projet, disons, qu'on pourrait qualifier de progressiste. On allait dépasser le monde ancien. Au fond, et on allait terminer le travail qui avait commencé avec la Révolution française. Et au fond, le communisme et le communisme font idéologiquement, théoriquement, s'inscrit dans ce projet. C'est une poursuite de ce projet. C'est toujours un projet de dire on va dépasser les préjugés anciens, on va dépasser les autorités anciennes. C'est de nouveau le peuple qui va se dresser contre ceux qui l'empêchent de vivre. Et donc c'était un projet vertueux, contrairement au projet nazi, qui était de dire on va liquider une partie de la population, au fond, au nom d'une notion de pureté raciale, qui était au contraire un projet qui, dans son principe, était un projet vicieux. Alors, au fond, c'est le poids, il me semble, de l'idéologie. Enfin, quand on arrive à un état dans lequel, quand on dit quelque chose, ce qui compte moins, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais où ça vous situe dans l'opposition entre ce qu'on pourrait appeler un camp du bien et puis un camp du mal. Donc le camp du mal, c'est bien sûr Bolloré, CNews, et le camp du bien, c'est France Inter, Télérama, etc. Enfin voilà. Quand on voit l'intensité des fractions et des oppositions, on a l'impression que vraiment ces deux camps, au fond, ne peuvent même plus se parler. Le communisme, au fond, est un mauvais garçon du camp du bien. Mais
dans une famille, bon, le mauvais garçon, on dit que c'est un mauvais garçon, hein, mais que quand même, on va pas le rejeter, on va pas rejeter le mauvais garçon. Voilà. Même s'il a fait beaucoup de bêtises, mais ses intentions étaient pures. Alors, et ça n'a rien à voir avec le camp vraiment du mal, qui est là, le camp diabolique, sur lequel dont il faut vraiment se purger, donc on est en plein délire. Mais dans cette radicalisation de l'opposition entre un camp du bien et un camp du mal, alors qui me paraît d'autant plus forte maintenant, qu'on voit bien qu'on prenne toutes les élections dans les pays européens, qu'on reprenne l'évolution du Parlement européen, etc., que ce camp, qu'on voit, je sais pas, qu'en France, la gauche est passée, en gros, de 50% à 30% des intentions de vote, que ce camp est extrêmement sur la défensive. Alors donc, comme il est sur la défensive, les endroits qu'il tient, parce qu'il tient quand même une bonne partie du service public de l'audiovisuel, il tient largement le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il tient l'ARCOM, tout ça. Donc tout ça, contribue à le défendre. Et ceci est très fort aussi, disons, dans le monde de la recherche à l'université, dans lequel, finalement, l'injonction qui est donnée aux universitaires de contribuer à la défense du monde du progrès et à la lutte contre le monde le plus horrible reste même encore assez fort. Enfin, on va réaliser l'inclusion par l'éducation. Et donc, au niveau des individus et au niveau des peuples. Si vous lisez les textes de la Société des Nations, de la Société des Nations, on est complètement là-dedans. On dit il y a des peuples qui sont encore pas en état, pas adultes, pas etc. Et c'est le rôle des peuples déjà mûrs, etc., qui ont une responsabilité, un devoir. Et de même que Jules Ferry parlait du devoir des sociétés les plus avancées de travailler à civiliser les autres, etc. Donc, au moment de la Troisième République, il y avait l'idée que, au fond, cette inclusion égalitaire allait se réaliser à terme, au bout d'un long processus, qui serait un processus de développement des Lumières et consistant, permettant de répandre les Lumières à la fois chez les individus et dans les peuples. Par rapport à ça, évidemment, déjà, le communisme était critique de ça. Enfin, disant, au fond, c'est l'égalité formelle que vous obtenez, mais pas l'égalité réelle. Et, bon. Après la Seconde Guerre mondiale, enfin, il y a eu le sentiment que ce projet, c'était du mensonge. Que c'était pas vrai. C'est pas vrai que les pays occidentaux dominants avaient l'intention de développer l'éducation pour arriver petit à petit à amener l'ensemble de la population de la planète à un état de majorité, comme aurait dit Kant. Et donc, il s'agit de changer complètement le sens de l'inclusion. Que l'inclusion, c'est pas progressivement, par une transformation des personnes et des groupes, arriver à rendre l'ensemble de l'humanité digne de participer à ce qu'ont créé les Occidentaux, mais c'est dire que dès aujourd'hui, maintenant, et tels qu'ils sont, tout le monde se vaut, tous les humains se valent, toutes les cultures se valent, toutes les religions se valent, et tous les peuples se valent, etc. C'est ça, cette grande... Par rapport au grand projet de création d'une humanité nouvelle, le communisme restait un mauvais garçon, comme je dis, mais un mauvais garçon de la famille. On constate que les références au nazisme, au fascisme ou à la Seconde Guerre mondiale reviennent très fréquemment. On constate que les références au nazisme, au fascisme ou à la Seconde Guerre mondiale reviennent très fréquemment dans le débat public contemporain. Comment expliquez-vous l'utilisation de ces comparaisons ? C'est habile, c'est une manière de caricaturer l'adversaire. On a trouvé un bon label à lui mettre qui apparemment marche pas si mal que ça, enfin, marche de moins en moins bien. On a vu que je sais pas, le cordon sanitaire, comme on dit, s'effrite, qu'à Bruxelles, apparemment, ça y est, il est mort. En France, il tient encore, mais enfin, on doute un peu qu'il tienne encore bien aux prochaines élections. Mais enfin, tout ça, voilà, c'était très habile.
Enfin, moi, je ne vois pas de rapport avec la... Enfin, on pouvait encore du temps de Jean-Marie Le Pen faire un rapprochement. Je veux dire, c'est pas que j'ai une admiration enthousiaste, inconditionnelle pour Jordan Bardella. Mais franchement, je ne vois pas la moindre quel rapport on pourrait établir de sérieux entre Jordan Bardella et les nazis. Enfin, c'est un autre monde. C'est comme si, je sais pas, on rapprochait, je sais pas, Sandrine Rousseau du Goulag. Voilà. Sandrine Rousseau a ses limites, mais j'imagine pas Sandrine Rousseau voulant rétablir le Goulag. Donc il faut quand même, enfin dans les sens. Mais c'est une phrase, c'est on ne dit pas, on ne rapproche pas Sandrine Rousseau du Goulag. Pourquoi je ne sais pas, ni Marine Todelier, enfin, etc. Alors qu'on rapproche Jordan Bardella des nazis. Bon, là, mais c'est le déséquilibre dont nous parlions, si vous voulez. Donc, c'est que les gens qui sont... voilà, Sandrine Rousseau, je crois que beaucoup de gens considèrent qu'elle est pas très raisonnable, mais enfin, elle est dans le camp du bien. Et pour conclure cette interview, est-ce que, pour aller un petit peu peut-être dans le prolongement de votre pensée, ou en tout cas par rapport à ce que vous disiez sur l'inclusivité au début, est-ce que vous pensez que finalement l'idéologie qui est liée à l'inclusivité finalement finit par détruire un individu en s'attaquant peut-être à son essence, à Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est un peu comme si on disait que en matière de langue, pour être vraiment inclusif pour les langues, il ne faut pas apprendre ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'espagnol, parce que tout ça c'est particulier, c'est pas inclusif. Alors au nom de rien ne doit avoir de relief, rien ne doit avoir de portée, rien d'avoir, etc. Oui, ça fatalement, on détruit largement les individus, à l'exception de la fraction quand même limitée de la société dans laquelle, de famille en famille, les parents s'évertuent à transmettre la culture, à transmettre ça, à transmettre aussi. Enfin, c'est triste que ce soit un peu peau de chagrin. Merci Philippe Diribarne d'avoir accepté notre interview.